le 17 janvier 1991. 2h38 du matin. Un pilote irakien de garde à la frontière avec l'Arabie Saoudite fixe son écran radar et voit l'impensable. Des centaines, non, des milliers, de points lumineux convergent vers lui. Il saisit le téléphone pour alerter Bagdad, mais il est déjà trop tard. Dans les 45 minutes qui suivent, plus de 1000 avions de combat vont déclencher l'offensive aérienne la plus dévastatrice jamais montée dans l'histoire de la guerre moderne. Voici l'histoire du premier jour de l'opération Tempête du désert. Avant de commencer, dis-moi en commentaire. Tu connaissais cette opération? Tu savais que c'était l'attaque aérienne la plus massive de l'ère moderne? Raconte-moi ce que tu sais sur Desert Storm. Acte 1. Le calme avant la tempête, l'ultimatum. Le 15 janvier 1991. Il reste 48 heures avant l'échéance fixée par l'ONU. Dans des milliers de bases, de l'Arabie Saoudite au porte-avions du Golfe Persique, des dizaines de milliers d'aviateurs attendent. Saddam Hussein a jusqu'à minuit, le 15 janvier, pour retirer ses troupes du Koweït. Il ne le fera pas. Pour comprendre pourquoi le monde est sur le point de basculer dans la guerre, il faut remonter 6 mois en arrière. Le 2 août 1990, 100 000 soldats irakiens envahissent le Koweït en quelques heures. Saddam proclame que le Koweït est la 19e province de l'Irak. Son prétexte? Le Koweït volerait du pétrole via des forages directionnels. La réalité est plus simple. L'Irak sort de sa guerre contre l'Iran ruiné, avec 14 milliards de dollars de dettes, et au bord de la faillite. Le monde répond en formant la plus grande coalition depuis la Seconde Guerre mondiale. 35 pays menés par les États-Unis. Pendant 6 mois, 1 million de soldats, 2230 avions et 6 groupes aéronavals se rassemblent dans le Golfe sous l'opération Desert Shield. Et ce qu'ils affrontent a de quoi glacer le sang. L'Irak dispose du 4e plus grand armée du monde. 1 million de soldats, 5500 chars, 550 avions de combat. Mais le plus dangereux, c'est son système de défense aérienne. 154 sites de missiles solaires, SAM, totalisant 16 000 missiles, 972 canons anti-aériens lourds, 2404 pièces fixes et 6100 mobiles. Et surtout, 478 radars couvrant le moindre mètre carré du ciel. Bagdad est probablement la ville la plus protégée de la planète, plus encore que Hanoï pendant le Vietnam. Le général Norman Schwarzkopf a conçu une stratégie révolutionnaire: détruire entièrement, depuis les airs, la capacité militaire irakienne avant même qu'un seul soldat ne franchisse la frontière. Le lieutenant-général Chuck Horner orchestre quelque chose d'inédit. Plus de 1000 aéronefs engagés quasi simultanément, frappant des centaines de cibles en une seule nuit. On appellera ça « shock and awe ». Les planificateurs s'attendent à perdre entre 150 et 200 avions la première semaine. Chaque pilote le sait. Beaucoup ne rentreront pas. La course contre la montre. Le 16 janvier, 18h00, l'ultimatum expire dans 6 heures. À Riyad, Schwarzkopf reçoit l'appel qu'il attendait. Le président Bush a donné le feu vert. L'ordre se propage instantanément. Exécute opération Desert Storm. Quand la politique s'arrête, la logistique prend le relais. Et là, c'est colossal. Des milliers d'aviateurs reçoivent leurs dernières consignes. Beaucoup écrivent leurs dernières lettres. Des aumôniers improvisent des offices. Les équipes au sol chargent bombes, missiles et carburant, frénétiquement, dans l'obscurité du désert. Les F-15E emportent des bombes de 2000 livres. Les F-117 furtifs portent des bombes guidées laser. Les B-52 embarquent des missiles de croisière. Le capitaine Steve Tate, pilote de F-15C, se souviendra: on savait qu'on allait entrer dans l'histoire. Et on savait aussi que certains ne reviendraient pas pour la raconter. Le 17 janvier, 0h00. Minuit. L'ultimatum expire officiellement.
À Bagdad, la vie suit son cours. Les habitants dorment. Les soldats montent la garde comme d'habitude. Personne ne se doute que, dans moins de 3 heures, tout va basculer. Mais 1400 km plus à l'ouest, en Louisiane, 7 B-52 ont décollé depuis déjà 14 heures. Dans 35 heures, ils établiront le record du raid le plus long de l'histoire. La tempête est sur le point d'éclater. Et en Irak, personne n'a la moindre idée de ce qui arrive. Acte 2. Les premiers coups, ouvrir la porte. Le 17 janvier, 2h12. Avant les F-117, avant les Tomahawk, avant que 1000 avions n'assombrissent le ciel, il faut d'abord ouvrir la porte. Et cette porte, ce sont 2 stations radar irakiennes à la frontière. Si elles survivent, elles détecteront l'armada qui suit. L'effet de surprise s'évapore. Les sites SAM auront le temps de se préparer. Les MiG décolleront. Des centaines de pilotes fonceront droit dans l'enfer. Alors, la toute première mission de Desert Storm n'est pas confiée à des avions. Elle revient à des hélicoptères. 9 AH-64. Apache filent à 15 mètres du sol au-dessus du désert, guidés par 2 MH-53 Pavelo dotés d'un GPS avancé. Nom de code: Task Force Normandie. Le lieutenant-colonel Richard Cody mène la formation. Ils volent en vision nocturne, dans le noir total. À travers leur capteur FLIR, le monde apparaît en vert éclatant. Cody connaît les chiffres. S'ils échouent, si ne serait-ce qu'un seul radar survit, c'est toute l'opération qui est compromise. 2h38, pile. Desert Storm commence. Les 9 Apaches ouvrent le feu en même temps, dans un fracas de destruction. 27 missiles Hellfire frappent les structures avec une précision chirurgicale. Des explosions massives transforment le désert en plein jour. Des roquettes Hydra ratissent les installations. Les canons de 30 mm pulvérisent antennes et bâtiments. Les Apaches s'approchent encore, traquant tout ce qui bouge. En moins de 4 minutes, les 2 stations sont anéanties. 27 Hellfire, 100 roquettes, 4000 obus. Destruction totale, aucune perte. Cody confirme à la radio. Destruction totale. Les Apaches font demi-tour et rentrent en rase-motte. Derrière eux, un trou de 30 km s'ouvre dans le dispositif irakien. Et par ce trou, l'enfer est sur le point de s'engouffrer. Les chasseurs invisibles. Pendant que les Apaches détruisent les radars, 8 F-117 Nighthawk ont déjà pénétré profondément dans l'espace aérien irakien, totalement invisible. Le major Greg Feast mène la formation à 20 000 pieds, en obscurité totale. Avec leurs jumelles de vision nocturne, Bagdad apparaît comme un spectre vert. Personne ne sait vraiment si la furtivité tiendra face aux radars irakiens les plus puissants. Si la technologie échoue, Feist et les autres seront abattus en quelques minutes. 2h38. L'heure H. Feist arrive sur sa cible. Le Centre international des communications de Bagdad, qui achemine 50% des communications militaires irakiennes. C'est le nerf du système de commandement de Saddam. Il ouvre les soutes. Une GBU-27 de 2000 livres tombe en silence et frappe exactement le cœur du bâtiment. L'explosion illumine le ciel nocturne de Bagdad. Quelques secondes plus tard, d'autres F-117 larguent à leur tour. Le ministère de la Défense explose, le siège du renseignement se désintègre. Des centres de communication brûlent. Un palais présidentiel est détruit. En quelques minutes, le haut commandement irakien devient aveugle et muet. Et le plus fou, c'est que les radars irakiens n'ont absolument rien détecté. La furtivité fonctionne. Dans la salle de contrôle à Riyad, des commandants regardent CNN qui diffuse en direct depuis Bagdad. Tant que la transmission tient, le centre des communications est peut-être encore opérationnel. À 3h00, précise, l'instant où la première bombe est censée frapper.
l'antenne de CNN se coupe brutalement. Dans la salle, un rugissement de joie. Mission accomplie. Mais à Bagdad, le cauchemar ne fait que commencer. Les missiles fantômes 2h51, tandis que les F-117 frappent Bagdad à 1000 km de là. Quelque chose surgit de la mer Rouge et du golfe Persique. 116 missiles Tomahawk sont lancés depuis des destroyers et des croiseurs américains. 2 bâtiments ont une portée symbolique particulière. L'USS Missouri et le Wisconsin, des cuirassés de la Seconde Guerre mondiale. 50 ans après Pearl Harbor, ils servent encore. Les Tomahawk filent à environ 840 km/h, à 30 mètres au-dessus de l'eau, épousant le relief grâce à une navigation informatisée. Petit, rapide, presque impossible à intercepter. Au même moment, les 7 B-52 partis de Louisiane, 14 heures plus tôt, lancent 35 missiles de croisière, AGM-86, contre des centrales électriques et des sites de communication. Les impacts s'égrènent partout en Irak. Un Tomahawk entre littéralement par la porte principale du quartier général de l'armée de l'air avant d'exploser. Un autre traverse la fenêtre du ministère de l'Intérieur. Un journaliste britannique voit depuis son hôtel un Tomahawk passer au niveau de ses yeux dans la rue et frapper le ministère de la Défense au bout du pâté de maison. Certains missiles emportent des charges spéciales à filaments de carbone conçus pour provoquer des courts-circuits massifs. 5 centrales sont visées. Bagdad plonge dans l'obscurité. La centrale d'Al-Musayyib explose. Des usines de Scud se désintègrent. Le colonel irakien Ahmed al-Samouraï décrira plus tard. On les voyait d'arriver sur les écrans. On a tenté d'alerter, puis des explosions partout. On a perdu le contact avec la moitié de la ville. On ne comprenait même pas ce qui nous attaquait. Et le pire pour l'Irak, ce n'est toujours pas l'attaque principale. L'armada aérienne 3h00. Pendant que Bagdad brûle sous les coups des F-117 et des Tomahawk, 700 km au sud, la plus grande formation aérienne jamais réunie est déjà en vol. 120 F-15C Eagle, 96 F-16 Fighting Falcon, 48 F-15E Strike Eagle, 36 F-A-18 Hornet, 24 F-4G Wild Weasel, 48 A-6 Intruder, sans compter les ravitailleurs, les avions de guerre électroniques et les AWACS qui coordonnent tout depuis 30 000 pieds. Plus de 670 appareils dans la première vague. Le major Dan Hampton, pilote de F-16, se souviendra. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des lumières sur des kilomètres. Des centaines d'avions, tous vers le même endroit. Je n'avais jamais vu ça. J'ai compris qu'on écrivait l'histoire. Pendant des mois, les formations s'étaient réunies chaque nuit près de la frontière pour habituer les Irakiens à l'activité. Cette nuit-là, les radars survivants ne voient rien d'inhabituel. Ils ne détectent pas non plus les formations plus éloignées qui s'engouffrent dans la brèche ouverte par les Apaches. La première vague avance en silence radio vers l'Irak, vers ses objectifs, vers l'inconnu. Axe 3. L'enfer se déchaîne. 3h00. Les sirènes d'alerte hurlent, déchirant la nuit de Bagdad. Les habitants se précipitent hors de chez eux vers les abris. Les soldats courent à leur poste. Mais c'est trop tard. L'attaque a commencé il y a déjà 22 minutes. Le ciel s'illumine comme un 14 juillet. Des centaines de batteries anti-aériennes tirent à l'aveugle dans l'obscurité. Des traçantes rouges, oranges et vertes stringent l'air dans un spectacle mortel. Des missiles SAM décollent de dizaines de sites. Peter Arnett, sur CNN, retransmet depuis l'hôtel Al-Rachid. Le ciel est entièrement éclairé. C'est comme si l'enfer s'était ouvert. Des explosions massives toutes les quelques secondes. Sauf que ce barrage tire sur des fantômes. Les F-117 sont totalement invisibles au radar. 2000 canons crachent sans la moindre cible confirmée, gaspillant des milliers d'obus dans la nuit. C'est impressionnant.
est parfaitement inutile. Et tandis que Bagdad scrute le ciel en quête d'assaillants invisibles, là-haut, à 35 000 pieds, se joue une décision fondamentale. Qui contrôlera le ciel irakien? La bataille de la suprématie aérienne, 3h15. À 200 km à l'ouest de Bagdad, le vrai combat aérien commence. 32 F-15C Eagle progressent en formation de chasse, balayant le ciel avec leurs radars puissants. En face, l'Irak possède une aviation redoutable. MiG-29, MiG-25, MiG-23 et Mirage F-1, environ 230 appareils de première ligne, avec des pilotes aguerris par 8 ans de guerre contre l'Iran. Le capitaine Steve Tate repère des contacts sur son radar. 4 MiG-29 Fulcrum approchent en supersonique, en formation d'attaque. « Spike, j'ai un Spike !» crie-t-il à la radio. Son système lui indique que les MiG l'ont acquis au radar. Ça veut dire qu'un missile peut partir. Tate exécute un virage brutal, encaissant 9 G qu'il écrase dans son siège. Il contracte les jambes pour ne pas perdre connaissance. Il accroche le leader au radar. Fox One. Un AIM-7. Sparrow est tiré, accélère à Mach 4. Le MiG tente d'échapper, largue des leurs, casse sa trajectoire. Mais le Sparrow ne lâche pas. Impact. Le MiG explose en une boule de feu qui illumine la nuit. Première victoire aérienne de Desert Storm. Mais ce n'est que le début. D'autres F-15C engagent des MiG à travers tout l'ouest irakien. Le lieutenant-colonel Tolini abat un MiG-25 Foxbat, l'un des chasseurs les plus rapides au monde. Le capitaine Pitts détruit un MiG-29 qui tentait d'attaquer des bombardiers. Un Mirage F-1 s'en prend à un EF-111 non armé, spécialisé en guerre électronique. Le pilote de l'EF-111 effectue un virage violent et s'en sort. Un F-15C au-dessus repère le Mirage et plonge. Le pilote irakien manœuvre désespérément, perd le contrôle et s'écrase. Le pilote de l'EF-111, un avion sans armes, se voit crédité d'un kill par manœuvre. En 45 minutes d'affrontements intenses, les F-15C abattent 8 chasseurs irakiens sans perdre un seul appareil. Les MiG survivants fuient vers le nord où se posent en urgence. Le ciel appartient à la coalition. Et maintenant commence la phase la plus dangereuse. Wild Weasels, l'appât humain, les F-4G. Wild Weasel ont la mission la plus suicidaire de toute l'opération. Détruire les batteries SAM en volant volontairement vers elles, en attendant que les radars ennemis les accrochent. Puis en tirant des missiles HARM qui remontent le faisceau radar jusqu'à sa source. En clair, les pilotes servent d'appât. Le capitaine Mike Russell mène son F-4G à 15 000 pieds au-dessus du désert. Son système d'alerte détecte plusieurs radars SA-2, SA-3 et SA-6 qui l'accrochent simultanément. Spikes multiples. SA-6 droit devant, 20 miles. Il tente un lock. Russell prend une décision qui va contre tout instinct de survie. Il fonce droit sur le site SAM, un jeu de poulet avec la mort. Sur son écran, il voit l'instant où le SA-6 obtient un verrouillage complet. Ça signifie qu'un missile de 2 tonnes va lui tomber dessus à Mach 3. « Launch! Launch !» hurle l'alarme. Une lumière rouge clignote dans le cockpit. « Magnum !» Russell tire un HARM. Le missile file à Mach 2+, suivant l'émission radar comme un chien de chasse. Russell casse immédiatement sa trajectoire, plonge, largue des leurs. Le SA-6 passe à moins de 100 mètres. Son HARM frappe le site. Explosion visible à 50 km. Une batterie de plus neutralisée. Mais l'idée la plus maligne vient du brigadier général Larry Henry. Il envoie 37 drones BQM-74 orbiter au-dessus de Bagdad. Les Irakiens, persuadés qu'il s'agit d'avions pilotés, allument leurs radars SAM et tirent des dizaines de missiles. Certains drones sont abattus, et c'est exactement le but. Juste derrière arrivent des FA-18 Hornet armés de HARM.
Ils repèrent les émissions et tirent 75 missiles. 35 sites SAM sont détruits en quelques minutes. Ils appellent ça « Puba's Party ». En 1 heure, 38 sites radars et batteries SAM sont détruits ou neutralisés. Le système de défense irakien, jadis si redouté, est démonté méthodiquement. Le bombardement massif, 4h00. Les chasseurs irakiens ont fui. Les défenses SAM sont sous pression. La deuxième vague arrive, celle des bombardiers. 48 F-15E Strike Eagle foncent à 500 pieds au-dessus du désert, à environ 600 mètres MPast, chacun avec 12 bombes Mk82 de 500 livres. Leur cible? Aérodrome, hangar, dépôt de munitions, installation de Scud. Le major T-Bone, Dietz, se dirige vers Al-Taqadum. Grâce à son pod infrarouge lanterne, il voit l'aérodrome en vert éclatant malgré la nuit. Des MiG alignés, immobiles, vulnérables. Cible en visuel. Son officier système d'armes éclaire au laser. À 1 mile de la cible, l'ordinateur libère automatiquement. 12 bombes tombent en séquence parfaite. Dietz vire sèchement, regarde derrière lui. Une chaîne d'explosions traverse l'aérodrome comme un feu d'artifice meurtrier. Des hangars sautent en boule de feu. Un MiG-23 se disloque. Un autre Strike Eagle criblait la piste de cratères massifs. 48 F-16 répètent la même tactique sur d'autres terrains à travers tout l'Irak. Des A-6 Intruder frappent les installations côtières. Des FA-18 Hornet bombardent des sites de commandement. Puis arrivent les géants. 6 B-52G Stratofortress, des bombardiers quadragénaires, mais encore terriblement efficaces, approchent à 35 000 pieds. Chacun emporte 51 Mk82 de 500 livres. 306 bombes par passage. Leur cible, la base aérienne de Talil, qui abrite environ 80 avions irakiens. Le major Steve Wilson observe la base sur son radar. 4 kilomètres de pistes, des dizaines de hangars, des centaines de bâtiments. Soutes ouvertes. Le B-52 vibre lorsque les trappes s'ouvrent. Dans 5, 4, 3, 2, 1, bombe larguée. 51 bombes tombent. Puis le B-52 suivant. Puis le suivant. 306 bombes s'abattent sur Talil en 90 secondes. Le résultat est apocalyptique. La base cesse d'exister en tant qu'installation opérationnelle. Hangars détruits ou éventrés. Pistes couvertes de cratères de plusieurs mètres. 34 avions irakiens partent en flammes. Les survivants ne décolleront jamais. Il n'y a plus de piste. Combat multirôle, 4h30. 4 FA-18. Hornet de l'US Navy approche de la base H3. Un E-2 Hawkeye tourne au-dessus et coordonne. Soudain, alerte. Bandit, 2 MiG-29 vecteurs sur vous. Lieutenant-commandant Scott Fox est configuré en mode attaque au sol. D'un simple geste, il bascule en RR. Exactement pour ça que le Hornet a été conçu. 2 F-15C au-dessus repèrent les Mija et piquent. Ils tirent des Sparrow. Les 2 MiG explosent. Les Eagles ajoutent 2 victoires de plus. À 30 miles de H3, nouvelle menace. Bandit. 2 MiG-21, attaque frontale, grande vitesse. Fox et son ailier n'ont pas le temps d'attendre. Fox verrouille un MiG, son ailier l'autre. Fox tire un Sidewinder, son ailier un Sparrow. 2 impacts, 2 explosions. Puis, presque calmement, les pilotes rebasculent en mode air-sol d'un autre clic, sans casser la formation, et larguent leurs bombes sur H3, détruisant hangars et appareils au sol. Une démonstration brutale de l'efficacité du multirôle. Combat aérien et bombardement dans la même sortie, sans hésiter. Axe 4. L'aube sanguinaire, 6h00. L'aube se lève sur le désert irakien. La plupart des avions rentrent à la base. Mais pour les pilotes britanniques de Tornado, l'enfer ne fait que commencer. 12 Tornado GR1 de la RAF volent à 200 pieds en direction de Talil.
Ils emportent le JP-233. 30 charges, casse-piste, plus 215 mines antipersonnelles. Le problème, c'est que pour l'utiliser efficacement, ils doivent suivre un profil de tir atroce. Passer en ligne parfaitement droite à environ 180 pieds au-dessus de la piste, tout en larguant la charge. Aucune manœuvre d'évasion. De grosses cibles lentes, à découvert. Une mission suicidaire par conception. Le commandant Jerry Witz s'approche. À 5 miles de la piste, l'enfer se déchaîne. Des canons de 23 mm et 37 mm et 57 mm tirent en même temps. Les traçantes saturent l'air comme une tempête orange et rouge. Des missiles portables partent de plusieurs positions. Bon Dieu, on ne passera jamais à travers ça, hurle un pilote à la radio. Sauf qu'ils n'ont pas le choix. La Camnao, mission est cruciale. Witz descend à 180 pieds et pousse à 540 nœuds, droit dans le mur de feu. Son avion est secoué violemment par les turbulences d'explosions proches. Il entend des fragments de shrapnel frapper le fuselage. À 1 mile, il appuie sur la commande de largage. Les conteneurs JP-233 déversent leur charge mortelle. 30 bombes et 215 mines tombent en 3 secondes. Witz maintient son avion parfaitement stable, au millimètre, pendant le largage. Derrière lui, la piste se déchire sous les explosions. Des cratères s'ouvrent, les mines se dispersent et s'arment automatiquement. Les 11 tornados suivants répètent exactement la même passe. Bas, rapide, droit, à travers le feu. Miraculeusement, les 12 survivent. Quand le dernier sort de l'axe, les 2 pistes de Talil sont totalement détruites. Et avec les mines, toute réparation devient quasiment impossible. Talil est hors combat pour le reste de la guerre. Mais la chance britannique est sur le point de tourner. La perte inévitable. 1 heure plus tard, 4 tornados attaquent Tal Rumaila avec des bombes classiques de 1000 livres. Le lieutenant John Peters pilote, avec le lieutenant John Nicol à la navigation. Ils arrivent à 200 pieds. La DCA s'ouvre. Des explosions secouent l'avion. « Début de montée !» annonce Peters en tirant sur le manche. Le tornado grimpe à forte incidence. À 1000 pieds, l'ordinateur devrait larguer automatiquement. Rien. « Ça ne largue pas ! Panne de l'ordinateur !» crie Nicol. Peters continue à monter pendant qu'il tente de résoudre le problème. 2000 pieds, 2 fois plus haut que prévu, totalement exposé, plus lent, sans manœuvre, comme une cible en vitrine. Abandon, abandon. Peters met l'avion presque sur le dos et plonge en piqué pour s'échapper. Ils accélèrent en descente, puis reviennent à 200 pieds. Pendant une seconde, on croit que c'est passé. Et là, un missile portatif SA-16 frappe le moteur droit. L'explosion l'arrache. Les systèmes tombent en panne. Les commandes deviennent lourdes, inertes. Peters se bat avec le manche, mais le tornado est condamné. Éjection! Éjection! Les 2 hommes tirent sur leurs poignets. Les sièges traversent les verrières. 2 parachutes s'ouvrent. Ils touchent le sol brutalement, en territoire ennemi. Ils sont immédiatement encerclés par des soldats et des civils furieux, tabassés sauvagement, jusqu'à ce que des officiers interviennent. Prisonniers de guerre. Première perte britannique de Desert Storm. Et elles ne seront pas les dernières. Bilan du jour 1. La nuit retombe sur le Golfe. 24 heures se sont écoulées depuis les tirs des Apaches à 2h38. Tate pose son F-15C après 4h30 en l'air et 2 ravitaillements. Les équipes au sol l'accueillent avec des applaudissements. Il a abattu un MiG-29 lors de sa première mission de combat. Alors, là-haut, c'était comment ? Demande un chef d'équipe. Intense, très, très intense. Au centre de commandement à Riyad, Schwarzkopf et son état-major évaluent les résultats. Les chiffres donnent le vertige. Sortie, coalition 2775, Irak 120. Détruit,
17 centres de commandement, 23 radars, 38 batteries, SAM, 11 aérodromes, 8 ponts, 4 raffineries, 2 centrales électriques, 6 sites chimiques, des centaines de bâtiments militaires. Aéronefs ennemis, 34 détruits au sol, 8 abattus en combat, 12 endommagés, 4 réfugiés en Iran. Perte coalition, 19 avions perdus, moins de 1%, 12 membres d'équipage tués ou disparus, 18 capturés. 0 perte en combat RR. Les prévisions, 150 à 200 avions perdus en une semaine, étaient complètement à côté de la plaque. Supériorité technologique, entraînement intensif, coordination parfaite. La campagne aérienne la plus efficace et la moins coûteuse de l'histoire venait de commencer. La réponse de Saddam à Bagdad. Saddam Hussein se trouve dans un bunker profond, sous terre. Il est furieux. Son système de défense, qui a coûté des milliards, a été traversé comme s'il n'existait pas. Son aviation a été mutilée. Les communications sont mortes. Il ne sait même pas précisément ce qui a été détruit. Les rapports arrivent au compte-gouttes. Quand ils arrivent, le ministre de l'Information annonce de manière absurde que 140 avions de la coalition ont été abattus. Un mensonge grotesque. Mais, sans communication fiable, certains au sommet finissent par y croire. Saddam ordonne alors des représailles désespérées. 8 missiles Scud sont tirés vers Israël, dans l'espoir de l'entraîner dans la guerre et de briser la coalition arabe. Les Scud tombent sur Tel Aviv et Haïfa. Dégâts limités, mais panique massive. Israël se prépare à riposter. Bush s'active frénétiquement pour convaincre le Premier ministre Shamir d'attendre, en promettant de neutraliser la menace Scud. Israël, fait extraordinaire, accepte de ne pas répondre. L'une des décisions de retenue les plus difficiles de son histoire. Mais la coalition ne lâche rien. Le 18 janvier, à 9h00, 800 avions redécollent. Cette fois, ils frappent en plein jour. Dietz retourne à Al-Taqaddoum. La base était détruite. Des hangars effondrés, des avions tordus, de la fumée sur des kilomètres. On aurait dit un champ d'exercice après un mois de bombardement. Et ça ne faisait qu'1 jour. L'assaut va continuer sans répit pendant 38 jours. Chaque jour, environ 2500 sorties martèleront l'Irak. L'aviation irakienne, la 4e du monde, ne livrera, dans sa grande majorité, presque plus jamais de vraies batailles. Beaucoup de pilotes fuient tout simplement en Iran avec leurs avions. Progressivement, les frappes passent d'objectifs stratégiques à des objectifs tactiques, détruire l'armée sur le terrain. Les B-52 écrasent les positions de la garde républicaine. Les A-10 Warthog déchiquettent des colonnes de chars. Les F-16 bombardent bunkers et tranchées. À la fin de cette campagne aérienne de 38 jours, les chiffres deviennent historiques. 42 avions de la coalition perdus au total en combat, 147 militaires tués, 467 blessés. Taux de perte, 0,4%. Côté irakien, 324 avions perdus, des milliers de véhicules détruits, estimation de 20 000 à 35 000 soldats tués et 2 300 à 3 500 civils morts. L'invasion terrestre, opération Desert Sabri, commence le 24 février. Elle dure exactement 100 heures. L'armée irakienne, pilonnée pendant 5 semaines depuis les airs, s'effondre presque immédiatement. Certains commandants se rendent sans tirer un coup de feu. Le 28 février, Bush annonce le cessez-le-feu. Koweït libéré, Irak vaincu. Desert Storm change la guerre pour toujours. Ce que Tempête du désert a prouvé. Elle a prouvé que la technologie, cette fois, fonctionnait. Environ 80% des bombes guidées atteignent leur cible. Au Vietnam, c'était autour de 5%. La furtivité est une réalité. Les F-117 n'effectuent qu'environ 2% des sorties, mais détruisent 40% des objectifs stratégiques. Aucun F-117 n'est abattu. La suprématie aérienne, c'est tout. Une fois le ciel contrôlé,
la guerre au sol devient presque une formalité. L'entraînement supérieur fait la différence. 36 appareils irakiens abattus, 0 américain perdu en combat RR. Et la coordination devient une arme. Faire voler 1000 avions sans collision majeure aurait été impensable avant 1991. Des destins. Michael Scott Speicher, dont le FA-18 est abattu la première nuit, est d'abord déclaré mort au combat. En 2001, son statut change en disparu, quand des éléments laissent penser qu'il a pu survivre. Sa famille vit 18 ans sans réponse. En 2009, ses restes sont retrouvés dans le désert. Il est mort à l'impact. Dernier disparu de la guerre du Golfe, identifié et rapatrié. Peters et Nicole, les pilotes britanniques capturés, sont torturés pendant des semaines. Ils apparaissent à la télévision irakienne, le visage tuméfié, méconnaissable. Leurs familles les découvrent ainsi aux informations. Ils survivront, seront libérés après la guerre. Mais aucun des deux ne revolera en mission de combat. Tat, lui, effectue 42 missions pendant Desert Storm. Son F-15C ne reçoit pas une égratignure. Il prend sa retraite comme colonel avec plus de 4000 heures de vol. Cody, qui a mené l'attaque Apache ouvrant la guerre, grimpe jusqu'au rang de général 4 étoiles et devient vice-chef d'état-major de l'armée. Les 7 membres d'équipage du B-52, partis de Louisiane, bouclent leur mission. 35 heures, 14 000 miles, établissant le record du bombardement le plus long de l'histoire. Desert Storm est une victoire militaire écrasante. Mais elle n'apporte pas une paix durable au Moyen-Orient. Saddam reste au pouvoir, encore 12 ans. Les sanctions continuent et coûtent la vie à des centaines de milliers de civils irakiens. Les tensions ne se résolvent jamais. En 2003, les États-Unis reviennent dans une seconde guerre. Saddam est renversé, mais s'ensuivent de plus d'une décennie d'insurrection et d'instabilité. Certains vétérans se demandent encore s'il aurait fallu finir le travail en 1991. D'autres rappellent que la mission était de libérer le Koweït. Point final. Le débat continue. Mais personne ne peut nier ce qui s'est passé le 17 janvier 1991. Ce jour-là, 1000 avions ont obscurci le ciel. Ce jour-là, la puissance aérienne moderne a montré son vrai potentiel. Ce jour-là, la guerre a changé pour toujours. Tempête du désert a été une démonstration de ce que peuvent accomplir l'entraînement, la technologie et une coordination parfaite. En 1943, 308 aviateurs sont morts au-dessus de Ploiești en une seule mission. En 1991, 147 militaires de toute la coalition meurent en 43 jours de guerre. La différence, 48 ans de progrès technologiques, de tactiques révolutionnaires et de préparation obsessionnelle. La guerre n'est jamais gratuite. Mais Desert Storm a montré qu'on pouvait en réduire le coût tout en atteignant la victoire. C'était l'histoire du premier jour de la plus grande offensive aérienne de l'ère moderne. Le jour où la tempête du désert a commencé. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui t'a le plus surpris? L'attaque initiale des Apaches? Les F-117 furtifs? Le niveau de pertes incroyablement bas? Tu veux que je continue avec les jours suivants de Desert Storm?